Monsieur, votre mère est vivante. Je l'ai vue à l'asile. Ce n'est pas possible. Êtes-vous sûr? Une employée trembla en voyant un portrait et sans pouvoir se contenir dit « Monsieur, votre mère est vivante. Je l'ai vue à l'asile musique où je travaillais. » Et à partir de ce moment, la vie du millionnaire changea pour toujours. Avant de commencer l'histoire, musique, dites-nous d'où vous nous regardez. J'espère que vous apprécierez cette musique histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Les notes du piano à queue résonnaient, créant une atmosphère dense. Maurice, musique de Beaumont, les yeux fixés sur les touches d'ivoire, laissait ses doigts se mouvoir musique par inertie, tandis que son esprit vagabondait parmi les souvenirs flous d'un passé qu'il croyait enterré pour toujours sous des couches de douleur et de résignation. Rosalie, la nouvelle employée arrivée quelques semaines auparavant avec des recommandations impeccables, entra dans la pièce, le visage défait et les mains serrant un chiffon de nettoyage, comme si c'était sa seule ancre à la raison en cet instant crucial. Musique, ses pas s'arrêtèrent brusquement près du piano, interrompant la mélodie. Maurice leva lentement les yeux, le regard fatigué d'un homme qui avait porté un deuil intérieur pendant trop d'années, et rencontra le regard larmoyant et terrifié de la femme qui se tenait devant lui, tremblant visiblement. « Monsieur Maurice, pardonnez mon audace et mon manque de contrôle, mais il y a quelque chose que Dieu ne me permet plus de taire, sinon mon âme sera damnée pour toujours dans l'enfer des lâches », s'exclama Rosalie d'une voix brisée par un sanglot qu'elle tentait en vain de réprimer devant son patron. Maurice se leva lentement, sentant la tension dans la pièce monter jusqu'à devenir presque irrespirable, et lui fit un geste doux de la main pour qu'elle se calme afin de pouvoir comprendre ses paroles précipitées. « Votre mère, Madame Mireille de Beaumont, elle ne repose pas en paix comme tout le monde dans cette maison, et dans cette ville, le croit aveuglément depuis si longtemps. » Lâcha Rosalie d'un coup, sentant les mots lui brûler la gorge en sortant. Maurice sentit un coup sec à l'estomac, un mélange de confusion et d'offense, car le souvenir de sa mère était sacré, et il ne permettait à personne de jouer avec sa mémoire de manière aussi cruelle. « De quoi parlez-vous, femme? Ma mère est décédée il y a 6 ans. J'ai moi-même assisté à sa veillée, » répondit Maurice d'une voix grave, qui tentait d'imposer l'ordre face au chaos émotionnel. « Non, monsieur, je vous jure sur la vie de mes enfants et sur la mémoire de mes ancêtres que votre mère est vivante, qu'elle respire et souffre dans ce même monde qu'il a oublié, » insista Rosalie en faisant un pas en avant, ignorant les barrières sociales qui la séparaient du maître de la demeure. « Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai touché. Je lui ai coiffé les cheveux, et j'ai écouté ses prières chaque nuit à l'endroit où je travaillais, avant de venir servir dans cette maison. » Maurice recula d'un pas, heurtant légèrement le bois du piano, sentant que le sol de marbre poli bougeait sous ses pieds, comme si un tremblement de terre invisible secouait sa réalité. La conviction dans les yeux de Rosalie était absolue. Il n'y avait aucune trace de folie ni de malice, juste un désespoir authentique d'être cru et de libérer une vérité qui la tourmentait. « Dans quel endroit dites-vous l'avoir vue ? Comment osez-vous dire une telle barbarie sans avoir de preuves ?» questionna Maurice, sentant que l'air lui manquait et que son cœur commençait à battre avec une force douloureuse contre ses côtes. « À l'asile, monsieur, à la clinique Saint-Michel. Cet endroit horrible où l'on enferme les gens pour que le monde oublie qu'ils existent, » répondit Rosalie rapidement, libérant le nom du lieu maudit qu'elle avait gardé en mémoire. « J'y travaillais à nettoyer les chambres des patients oubliés et elle était dans la chambre du fond du couloir, toujours à regarder par la fenêtre, en attendant que vous veniez la chercher. » Maurice sentit un bourdonnement dans les oreilles. Le nom de la clinique lui était douloureusement familier, car c'était le même endroit où sa mère était censée avoir passé ses derniers jours à suivre un traitement. Elle récitait votre nom toutes les nuits. Monsieur Maurice, elle disait que son fils jouait du piano comme les anges et qu'un jour il viendrait la sortir de cet enfermement injuste. Les paroles de l'employé étaient comme des poignards précis qui s'enfonçaient dans les souvenirs les plus douloureux de Maurice, réveillant des doutes qu'il avait endormis avec l'alcool et un travail excessif. À cet instant précis, le bruit de talons claquant avec un rythme posé et élégant sur les marches du grand escalier principal brisa l'intimité de la confession et apporta une nouvelle énergie à la pièce. Catherine de Beaumont, l'épouse de Maurice, descendait vêtue d'une robe blanche impeccable qui contrastait avec l'obscurité de l'après-midi pluvieuse, enveloppée d'un nuage de parfums coûteux et entêtants. Sa présence imposait toujours un silence respectueux dans la maison. Mais cette fois, ses yeux scrutaient la scène avec une acuité prédatrice, détectant instantanément que quelque chose d'inhabituel se passait dans son salon. « Qu'est-ce que tout ce tapage, mon chéri ? On entend des cris jusqu'à l'étage, et tu sais combien je déteste le bruit inutile, » dit Catherine d'une voix douce et répétée, bien que ses yeux lançaient des avertissements à l'employé en pleurs.
Maurice ne répondit pas immédiatement. Il continuait de regarder Rosalie, essayant de traiter l'information impossible qu'il venait de recevoir et la comparant à la version officielle des faits. Rosalie, loin de s'intimider devant la présence de la maîtresse de maison, sentit que la rage lui donnait un nouvel élan de courage, en voyant la femme qu'elle savait au fond de son cœur être la responsable de tout. « Je disais à Monsieur Maurice que sa mère est vivante, Madame Catherine, que Madame Mireille n'est pas morte cette nuit-là comme vous l'avez dit à tout le monde. » Clarifia Rosalie en faisant face à la propriétaire de la maison avec une fermeté qui surprit même Maurice. Le visage de Catherine, d'habitude un masque parfait de sérénité et de contrôle, montra une micro-expression de panique, qui dura à peine une fraction de seconde avant d'être remplacée par une grimace d'indignation et de moquerie. « Mais quelle insolence est-ce là, Maurice? Vas-tu permettre à cette femme de ménage de nous manquer de respect en inventant des histoires macabres sur ta pauvre mère ?» s'exclama Catherine en s'approchant de son mari et en le prenant par le bras avec une possessivité qui cherchait à lui rappeler à qui il devait fidélité. « Ce n'est pas une invention, madame. C'est la vérité que j'ai vue de mes yeux et entendue de mes oreilles pendant les mois où j'ai travaillé dans cet enfer de clinique, répliqua Rosalie, sans baisser le regard, sachant que c'était le moment de jouer le tout pour le tout. Madame Mireille a le même collier en or qui apparaît sur ce portrait au-dessus du piano. Elle ne l'enlevait jamais car elle disait que c'était le dernier cadeau de son fils. Sir. And Pekin, insane. Maurice tourna brusquement la tête vers le portrait à l'huile qui trônait dans le salon, où sa mère souriait avec cette paix qui lui manquait tant. Et effectivement, le collier peint était inimitable. Le collier? Ce collier a disparu le jour où nous l'avons interné. Le docteur a dit qu'il avait été perdu lors du transfert, murmura Maurice, sentant qu'une pièce du puzzle mental commençait à s'assembler d'une manière qui lui glaçait le sang. Catherine serra plus fort le bras de son mari, enfonçant ses ongles parfaitement manucurés dans le tissu de sa veste, tentant de le ramener à son réseau de contrôle et de manipulation psychologique. « S'il te plaît, Maurice, ne sois pas ridicule. Cette femme ne cherche que l'argent ou l'attention. C'est typique des gens sans éducation d'inventer des drames pour profiter des familles honnêtes, » siffla Catherine avec mépris, essayant de discréditer la témoin avant que ses paroles ne s'enracinent profondément. Elle a sûrement vu une vieille folle qui ressemble à ta mère et a volé un collier bon marché. Tu ne peux pas croire au délire d'une servante. Mais Maurice se dégagea doucement de l'étreinte de son épouse et fit un pas vers Rosalie, la regardant avec une intensité qui cherchait à déceler toute trace de mensonge dans ses gestes ou dans sa voix tremblante. « Quoi d'autre t'a-t-elle dit? Si c'est vrai que tu lui as parlé, dis-moi quelque chose que seule ma mère pourrait savoir, quelque chose que personne d'autre au monde ne connaîtrait. » exigea Maurice d'une voix rauque, désespéré d'obtenir une preuve qui confirmerait ou écarterait la folie. Rosalie essuya ses larmes du revers de la main et respira profondément, cherchant dans sa mémoire les conversations murmurées dans l'obscurité de la chambre 217. « Elle m'a raconté la berceuse, monsieur, celle que vous chantez quand vous faisiez des cauchemars étant enfant et ne pouviez pas dormir à cause de la peur du noir, » commença Rosalie d'une voix douce. « Elle m'a dit que les paroles parlaient d'un bateau d'argent qui naviguait dans les nuages et que le capitaine, c'était vous, cherchant des étoiles pour les lui offrir. Marcaringmenta, Marisi Desalia. » Maurice sentit ses genoux flancher et dut s'appuyer sur le piano pour ne pas tomber au sol, car cette chanson était un secret intime entre mère et fils qu'il n'avait jamais partagé avec personne, pas même avec Catherine. Les larmes commencèrent à s'accumuler dans les yeux de l'homme, brisant la barrière de froideur qu'il avait construite pendant des années pour survivre à l'absence de sa mère. Catherine observa la réaction de son mari, et sut que le terrain devenait dangereux. Elle décida donc de changer de tactique, passant de l'indignation à la fausse préoccupation médicale. « Mon amour, tu es très perturbé. Cette femme te manipule émotionnellement en utilisant des coïncidences et des suppositions bon marché pour te faire du mal. » Intervint Catherine d'une voix mielleuse, essayant de s'interposer physiquement entre Maurice et Rosalie pour briser la connexion qui s'était formée. « Je vais appeler le docteur Leclerc tout de suite pour qu'il vienne te voir, et pour qu'il emmène cette femme qui souffre clairement de ses facultés mentales. » La mention du docteur Leclerc agit comme un déclencheur dans l'esprit de Rosalie, qui se rappela la froideur avec laquelle cet homme traitait Madame Mireille à la clinique, et comment il signait des papiers sans regarder les patients. « Ce docteur est un démon, monsieur. Il savait parfaitement que votre mère était saine et encaissait des enveloppes d'argent pour la garder enfermée et silencieuse, » cria Rosalie, désignant accusatoirement le vide, comme si le médecin était présent dans la pièce. Maurice leva la main, demandant le silence absolu. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, mais le doute s'était déjà installé de manière irréversible dans son cœur. « Ça suffit toutes les deux.
J'ai besoin de silence pour réfléchir et traiter tout ce qui se passe dans ma propre maison, ordonna Maurice avec une autorité qu'il n'avait pas exercée depuis longtemps. Surprenant Catherine qui recula, offensée. Rosalie, va dans ta chambre et ne sors pas avant que je t'appelle. Je ne veux pas que tu en parles avec les autres domestiques. L'employé acquiesça humblement, sachant qu'elle avait semé la graine de la vérité et qu'il dépendait maintenant de la conscience du patron que cette graine germe ou meure. Catherine tenta de protester, arguant qu'il devait la licencier immédiatement, mais un regard glacial de Maurice l'arrêta net, gelant les mots sur ses lèvres peintes de rouge. Quand Rosalie quitta la pièce, le silence retomba sur le salon, mais cette fois ce n'était pas un silence de paix, mais un silence chargé de soupçons et de questions sans réponse. Maurice se tourna vers son épouse, l'observant comme une étrangère, remarquant pour la première fois la rigidité de sa posture et la peur à peine dissimulée dans ses yeux clairs. « Pourquoi le docteur Leclerc ne m'a-t-il jamais laissé voir le corps de ma mère avant l'enterrement, Catherine ?» demanda Maurice avec un calme terrifiant qui fit déglutir son épouse avec difficulté. « Tu sais, chérie, c'était pour ton bien. L'infarctus l'avait beaucoup abîmée, et il voulait que tu te souviennes d'elle telle qu'elle était de son vivant, belle et sereine, » répondit-elle, récitant l'excuse qui avait fonctionné pendant des années. Mais cette fois, les mots sonnaient creux, faux, comme une pièce de plomb qui tombe sur une table de verre, révélant son manque de valeur. Maurice se dirigea vers la fenêtre et regarda la pluie, se rappelant la phrase que Rosalie avait mentionnée sur le bateau d'argent et les nuages. Ma mère disait toujours que le mensonge a les jambes courtes et que la vérité, même tardive, arrive toujours pour réclamer sa dette avec intérêt, murmura Maurice pour lui-même, sentant la colère commencer à remplacer la tristesse en lui. Catherine s'approcha discrètement par derrière et posa ses mains sur les épaules de son mari, tentant un massage relaxant qui, par le passé, fonctionnait toujours pour dissiper ses doutes. « Tu es stressé par le travail, mon amour. Demain, tout cela te semblera un cauchemar ridicule provoqué par une employée rancunière, » murmura-t-elle près de son oreille. Maurice se tendit au contact, ressentant une répulsion physique qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant envers la femme avec qui il partageait sa vie et son lit. Il s'écarta brusquement et se dirigea vers la sortie du salon, laissant Catherine seule avec son reflet dans le miroir et avec la peur croissante que son empire de mensonges était sur le point de s'effondrer. Cette nuit-là, le manoir de Beaumont fut plongé dans une obscurité inquiète où personne ne put trouver le vrai sommeil, chacun prisonnier de ses propres pensées et peurs. Maurice s'enferma dans son bureau, entouré de vieux albums de photos et de documents légaux, cherchant toute incohérence qu'il aurait pu ignorer dans sa douleur. Catherine, dans sa chambre, passait des appels frénétiques à voix basse, se rongeant les ongles et allant et venant comme un animal en cage qui presse le danger. Rosalie priait dans sa petite chambre de service, serrant un chapelet usé entre ses mains, demandant à Dieu de donner à M. Maurice la force d'affronter ce qui s'annonçait. Et dehors, la pluie continuait de tomber, lavant le monde extérieur, tandis qu'à l'intérieur de la maison, la saleté morale commençait à remonter à la surface. Maurice trouva dans un tiroir oublié un vieil agenda de sa mère, où elle notait ses pensées et ses préoccupations avant d'être internée, et il commença à lire avec avidité, cherchant des indices. Les lettres tremblantes des dernières pages parlaient de peur, de se sentir observé dans sa propre maison et de la méfiance que lui inspirait la nouvelle épouse de son fils. « Elle me regarde comme si j'étais une gêne à éliminer, et je crains que mon fils ne soit trop aveuglé par l'amour pour le voir », lut Maurice à voix haute, sentant les larmes couler sur ses joues en reconnaissant l'écriture de sa mère. Le doute se transforma en certitude, et la certitude en un besoin impérieux d'action, de découvrir ce qui s'était réellement passé derrière les murs de cette clinique. Pendant ce temps, Catherine brûlait des papiers dans la cheminée de sa chambre, observant les flammes consumées des reçus et des notes qui pourraient l'incriminer si quelqu'un décidait d'enquêter à fond. Son visage illuminé par le feu ne montrait aucun repentir, mais une détermination froide à protéger son statut et son confort à tout prix, même si elle devait détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. Elle ne savait pas que le destin avait déjà jeté les dés et que le jeu avait changé, cessant d'être la joueuse maîtresse pour devenir la proie de ses propres actions. L'aube arriva, lente et grise, trouvant Maurice habillé et prêt à sortir, une détermination d'acier brillant dans ses yeux rougis par l'insomnie. Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé la vérité, même si cette vérité détruisait tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, son mariage et sa propre identité de fils. L'histoire de la tragédie avait commencé bien avant cette nuit pluvieuse, les jours ensoleillés où le manoir de Beaumont résonnait encore des rires sincères et de l'autorité bienveillante de Madame Mireille. Elle avait bâti l'empire familial avec son défunt mari, brique par brique, et gouvernait sa maison avec un mélange de fermeté et d'amour inconditionnel qui maintenait la famille unie.
Maurice était sa fierté, un homme éduqué et sensible qui avait hérité de son talent pour les affaires, mais aussi de son cœur tendre, une qualité que Mireille craignait être sa perte. L'arrivée de Catherine Torres dans la vie de Maurice fut comme un vent glacial qui entre par une fenêtre mal fermée, subtil au début, mais capable de geler toute l'ambiance avec le temps. Catherine, issue d'une famille noble déchue, vit en Maurice non seulement un époux, mais la clé maîtresse pour retrouver le statut social et économique qu'elle croyait mériter de droit de naissance. Dès le premier jour où Catherine posa le pied dans le manoir en tant que fiancée de Maurice, une guerre silencieuse et non déclarée s'instaura entre elle et la matriarche de la famille, camouflée sous des sourires polis et des compliments vides. Mireille, avec son intuition aiguisée par les années, perçut immédiatement l'ambition démesurée dans les yeux de sa future belle-fille et le manque de chaleur authentique dans ses gestes envers Maurice. « Cette femme t'aime, mon fils, mais elle s'aime plus elle-même, et ce que tu représentes », l'avait averti Mireille un après-midi dans le jardin pendant qu'elle taillait les rosiers. Maurice, aveuglé par l'amour et la beauté éblouissante de Catherine, rejeta les préoccupations de sa mère comme de la jalousie naturelle de celle qui craint d'être supplantée dans le cœur de son fils. Le mariage fut célébré avec une opulence démesurée, organisée presque entièrement par Catherine, qui s'assura que chaque détail criait l'argent et le pouvoir à tout vent. Une fois installée dans la maison en tant que Madame de Beaumont, Catherine commença une campagne systématique et lente pour isoler Maurice de l'influence de sa mère, utilisant la manipulation émotionnelle comme arme principale. Elle se plaignait subtilement que Mireille était intrusive, qu'elle critiquait sa façon de s'habiller ou de tenir la maison, se faisant toujours la victime aux yeux de son mari. « Je veux juste que nous soyons une famille moderne, Maurice. Mais ta mère s'accroche aux vieilles coutumes et me fait sentir que cette maison ne sera jamais la mienne. » Pleurait Catherine dans l'intimité de la chambre. Maurice, tiraillé entre l'amour pour sa mère et le désir de plaire à son épouse, commença à céder du terrain, demandant à Mireille d'être plus flexible et de se retirer peu à peu des décisions domestiques. Mireille, par amour pour son fils et pour éviter des conflits majeurs, accepta de prendre du recul, sans savoir que chaque concession était un clou de plus dans son propre cercueil. La situation empira drastiquement à la naissance de Valérie, la première et unique petite fille. Mireille déversa tout son amour sur l'enfant, ce qui éveilla une jalousie maladive chez Catherine. La grand-mère passait des heures à chanter pour le bébé, à lui apprendre à prier et à lui raconter des histoires de famille, créant un lien que Catherine ressentait comme une menace directe à son autorité maternelle. « Je ne veux pas que tu la gâtes avec tes vieilles idées, Maurice. Ta mère est obsédée par la petite et ne me laisse pas de place pour être mère, » argumentait Catherine, commençant à insinuer que l'aïeul perdait le sens de la réalité. C'est alors qu'apparurent les petits accidents domestiques que Catherine attribuait aux oublis de Mireille, comme laisser le gaz ouvert ou une porte non verrouillée. En réalité, c'était Catherine elle-même qui orchestrait ces incidents, déplaçant des objets ou éteignant des lumières pour semer la confusion chez sa belle-mère et l'accuser ensuite de sénilité devant Maurice. Mireille, bien qu'âgée, était parfaitement lucide et se rendait compte des pièges que sa belle-fille lui tendait. Mais chaque fois qu'elle tentait de se défendre, elle paraissait paranoïaque aux oreilles de son fils. « Maurice, je n'ai pas laissé cette cuisinière allumée. Je te jure que je l'ai éteinte après avoir fait le thé, » lui disait Mireille avec angoisse, voyant le doute grandir dans le regard de son fils. « Maman, tu as peu être oubliée. C'est normal à ton âge d'avoir des oublis. Ne t'inquiète pas, » répondait-il avec condescendance, répétant les mots que Catherine lui murmurait la nuit. La frustration de Mireille grandissait de jour en jour, en voyant sa parole perdre de sa valeur face aux mensonges parfaitement construits de sa belle-fille, se sentant de plus en plus acculée dans sa propre maison. Catherine profitait de chaque dîner de famille pour souligner les supposées erreurs de Mireille, la regardant avec une fausse compassion qui humiliait l'aïeul plus que n'importe quelle insulte directe. Le coup de grâce dans cette phase du plan de Catherine fut l'introduction du docteur Ernest Leclerc dans le cercle familial, présenté comme un ami occasionnel et une éminence médicale. Leclerc était un homme ambitieux et sans scrupules, avec des dettes de jeu qui le rendaient vulnérable et disposé à vendre son éthique professionnelle au plus offrant. Catherine le rencontra lors d'un événement caritatif et identifia rapidement en lui le complice parfait pour son plan de se débarrasser de la vieille gênante sans se salir les mains directement. « Ma belle-mère va très mal, docteur. Nous avons besoin d'un avis professionnel discret pour aider mon mari à accepter la réalité, » lui dit Catherine lors de leur première rencontre privée, glissant une épaisse enveloppe dans la poche du médecin. Leclerc comprit le message instantanément et commença à visiter fréquemment le manoir,
observant Mireille avec des yeux cliniques et notant des symptômes inexistants dans son carnet en cuir. Leclerc gagna la confiance de Maurice, se montrant compréhensif et inquiet, utilisant des termes médicaux complexes pour expliquer des comportements normaux de la vieillesse comme des signes de démence grave. « Maurice, le cerveau de ta mère se détériore plus vite que nous ne le pensions. Ces oublis ne sont que la pointe de l'iceberg d'une condition neurodégénérative », décréta le docteur un après-midi dans le bureau. Maurice, effrayé et sans connaissance médicale pour réfuter le diagnostic, commença à voir sa mère non plus comme la femme forte qu'il avait élevée, mais comme une patiente fragile qui avait besoin d'une surveillance constante. Mireille tenta de parler seule à son fils, de l'avertir de l'étrange alliance entre son épouse et le médecin. Mais ses paroles furent interprétées comme des délires de persécution typiques de sa maladie. La solitude de Mireille devint absolue dans sa propre maison, entourée de domestiques qui n'osaient pas parler et d'une famille qui la regardait avec pitié ou mépris. Catherine commença à restreindre l'accès de Mireille à la petite Valérie, alléguant que l'aïeule pourrait être dangereuse pour l'enfant dans un moment de confusion mentale. Cela brisa le cœur de Mireille, qui passait les après-midi à pleurer dans sa chambre, écoutant les rires de sa petite fille dans le jardin sans pouvoir s'approcher d'elle. « C'est pour ta sécurité, maman. Comprends que tu n'es pas bien », lui disait Maurice le cœur brisé, répétant le scénario que Catherine et Leclerc avaient écrit pour lui. L'aïeul se réfugia dans la prière et au piano, jouant des mélodies tristes qui résonnaient dans la maison comme une lamentation fantomatique qui irritait profondément Catherine. « Ce bruit va me rendre folle, Maurice. Tu dois faire quelque chose. »« Nous ne pouvons pas vivre dans un enterrement constant », se plaignait Catherine, pressant pour passer à l'étape suivante de son plan macabre. Une nuit, Catherine mit en scène l'incident définitif, brisa un vase précieux dans le salon et se fit quelques égratignures sur le bras, criant pour réveiller toute la maison. Quand Maurice arriva en courant, il trouva Catherine en larmes sur le sol et Mireille debout près d'elle, confuse par le bruit et la scène. « Il m'a attaqué, Maurice. Ta mère m'a attaqué parce qu'elle dit que je lui ai volé sa maison », cria Catherine, en désignant l'aïeul qui la regardait avec horreur et incrédulité. « Je n'ai rien fait, mon fils. Je suis descendu parce que j'ai entendu un bruit. Elle était déjà au sol », se défendit Mireille. Mais les preuves circonstancielles et la performance de Catherine furent trop convaincantes. Maurice, horrifié et croyant que sa mère avait perdu tout contrôle de ses actes, prit la décision qui marquerait sa vie d'une culpabilité éternelle. Ils appelèrent immédiatement le docteur. Leclerc, qui arriva avec une ambulance privée et un ordre d'internement déjà préparé, comme s'il avait attendu l'appel. « C'est une crise psychotique agressive, Maurice. Il n'est plus sûr qu'elle reste à la maison. Elle a besoin d'être contenue et d'un traitement spécialisé », affirma le médecin, tandis que 2 infirmiers maintenaient Mireille. L'aïeule ne cria pas et ne lutta pas physiquement. Elle regarda seulement son fils dans les yeux avec une déception si profonde qu'elle lui glaça l'âme. « Ne les laissez pas m'emmener, mon fils. Je ne suis pas folle, c'est elle qui ment », murmura Mireille tandis qu'on la sortait de la maison qu'elle avait elle-même construite. Maurice resta planté dans l'entrée, serrant dans ses bras une Catherine qui sanglotait faussement sur son épaule, voyant les lumières de l'ambulance emporter sa mère vers l'obscurité. Cette nuit-là, le manoir fut plongé dans un silence sépulcral, rompu seulement par le bruit de la pluie qui commençait à tomber, présageant des années de tristesse. Catherine se servit un verre de vin dans la cuisine, souriant pour la première fois depuis des mois, se sentant enfin la seule maîtresse de tout ce qui l'entourait. Elle ne savait pas que l'amour d'une mère est une force qui transcende les murs, les faux diagnostics et même la mort apparente. Maurice monta dans la chambre de sa mère, maintenant vide, et s'assit sur son lit, humant le parfum de lavande qui imprégnait encore les oreillers, ressentant la première pointe d'un doute qui mettrait des années à fleurir. Ainsi commença l'exil de Mireille et le règne de terreur psychologique de Catherine, cimenté sur la trahison la plus douloureuse qu'un fils puisse commettre envers sa mère. L'ancienne domesticité fut progressivement licenciée dans les semaines suivantes, remplacée par un nouveau personnel qui ne connaissait pas l'histoire et n'avait aucune loyauté envers la matriarche. Catherine voulait effacer toute trace de Mireille, redécorant la maison, changeant les meubles et rangeant les portraits dans le grenier sombre et poussiéreux. Mais la maison avait une mémoire, et chaque recoin, chaque craquement du bois et chaque rayon de lumière rappelait la femme qui avait été injustement expulsée. Pendant ce temps, à la clinique Saint-Michel, Mireille se réveillait dans une chambre blanche et nue, comprenant que son combat venait de commencer et que sa foi serait sa seule arme. Le transfert à la clinique Saint-Michel fut le début d'un cauchemar bureaucratique et médical, méticuleusement conçu pour dépouiller Madame Mireille de son identité et de sa dignité humaine. Le docteur Leclerc avait préparé le terrain avec des rapports falsifiés,
décrivant une patiente très instable, agressive et atteinte de démence avancée, justifiant ainsi l'isolement total. À la réception de la clinique, Mireille fut dépossédée de ses vêtements personnels, de son alliance et de tout objet qui la rattachait à sa vie antérieure, ne gardant qu'une blouse grise rugueuse. « C'est pour votre sécurité, Madame de Beaumont. Ici, nous sommes tous égaux », lui dit une infirmière au visage de pierre en rangeant ses affaires dans un sac en plastique noir. Mireille tenta de garder son calme, se redressant de toute sa hauteur, prouvant qu'on pouvait lui enlever ses bijoux, mais pas sa noblesse innée. Maurice visita la clinique une semaine après l'admission, impatient de voir sa mère et de s'assurer qu'elle recevait les meilleurs soins possibles comme Leclerc le lui avait promis. Cependant, la rencontre fut soigneusement orchestrée par le médecin, et Catherine pour être un désastre émotionnel qui confirmerait le faux diagnostic. Avant la visite, Leclerc ordonna d'administrer à Mireille une forte dose de sédatifs puissants, la laissant dans un état de léthargie et de confusion, balbutiant des mots incohérents. Lorsque Maurice entra dans la pièce, il vit sa mère le regard perdu, bavant légèrement et ne le reconnaissant pas instantanément, ce qui lui brisa le cœur en 1000 morceaux. « Maman, c'est moi, Maurice. Je suis venu te voir », lui dit-il en lui prenant la main flasque, espérant voir l'éclat habituel dans ses yeux intelligents. Mireille, luttant contre le brouillard chimique qui obscurcissait son esprit, réussit à fixer son regard sur son fils et tenta de parler. Mais sa langue lui semblait lourde et maladroite dans sa bouche. « Sors-moi, piège !» Elle parvint à articuler avec un effort titanesque, mais pour Maurice, ce ne furent que des sons gutturaux et des phrases sans sens. Leclerc, présent dans la pièce comme un gardien sinistre, posa une main compatissante sur l'épaule de Maurice et secoua tristement la tête. « Je suis vraiment désolé, Maurice. La maladie progresse rapidement. Son esprit est très détérioré et parfois la réalité se mêle à ses hallucinations paranoïaques, expliqua le docteur d'une voix douce. Maurice quitta la chambre en pleurant, convaincu que sa mère n'était plus là, qu'il ne restait qu'une coquille vide, ce qui facilita la tâche à Catherine pour le convaincre de ne pas revenir si souvent, afin de ne pas souffrir inutilement. Au fil des mois, les visites de Maurice devinrent plus sporadiques, toujours manipulées par Catherine, qui inventait des engagements sociaux ou des crises de travail pour le tenir éloigné de la clinique. Pendant ce temps, Mireille apprit à faire semblant de prendre les pilules en les cachant sous sa langue pour les recracher ensuite quand les infirmières ne regardaient pas, retrouvant peu à peu sa lucidité. L'esprit clair, elle comprit l'ampleur de la conspiration contre elle et réalisa que crier ou se rebeller ne servirait qu'à lui faire augmenter la dose ou à l'attacher au lit. Elle décida d'adopter une stratégie de silence et d'observation, devenant la patiente modèle, calme et coopérative, tout en analysant les routines du lieu, cherchant une faille par où s'échapper ou communiquer. Elle découvrit que Leclerc ne la retenait pas seulement elle injustement, mais qu'il y avait d'autres patients dont les familles payaient pour les garder cachés du monde. Catherine, de son côté, consolidait son pouvoir dans le manoir et sur les comptes bancaires de la famille, utilisant la signature de Maurice pour détourner des fonds censés aller aux soins de Mireille. Elle payait des sommes exorbitantes à la clinique, mais une grande partie de cet argent retournait dans les poches de Leclerc et de Catherine elle-même via des sociétés écrans. C'était une affaire lucrative. Elle se débarrassait de sa belle-mère, et en plus s'enrichissait aux dépens de la maladie de l'aïeul, tout cela sous le nez de son mari déprimé. Les rares fois où Maurice s'interrogeait sur les dépenses, Catherine lui montrait des factures médicales gonflées et lui rappelait que pour ta mère, le mieux, quel qu'en soit le coût. La culpabilité de Maurice était le carburant qui faisait fonctionner toute la machinerie des mensonges, et Catherine savait exactement comment attiser ce feu quand il menaçait de s'éteindre. À la clinique, Mireille commença à écrire des lettres désespérées sur des morceaux de papier toilette ou des serviettes qu'elle parvenait à voler, adressées à son fils, à de vieux amis, à quiconque pourrait l'aider. Elle tenta de soudoyer un aide-soignant pour qu'il fasse passer une lettre, mais l'employé, craignant de perdre son emploi, ou pire, remit la note directement à Leclerc. La punition fut sévère. Mireille fut transférée dans une chambre d'isolement sans fenêtre pendant une semaine dans l'obscurité totale pour qu'elle réfléchisse à sa conduite manipulatrice. Dans cette obscurité, Mireille fut sur le point de craquer, mais l'image de son fils et de sa petite-fille Valérie lui donnait la force de continuer à respirer et à résister à la folie qui menaçait de la dévorer. « Je ne leur donnerai pas le plaisir de me rendre folle, vraiment. Je sortirai d'ici, et je leur montrerai qui est Mireille de Beaumont. » Elle se promettait à elle-même dans la solitude de sa cellule. C'est après cet isolement qu'arriva Rosalie pour travailler à la clinique. Une jeune femme naïve, mais au bon cœur qui avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille.
Rosalie fut affectée à l'aile des patients difficiles, où se trouvait Mireille. Et dès le premier jour, elle remarqua quelque chose de différent chez l'aïeul de la chambre 217. Contrairement aux autres patients qui criaient ou regardaient dans le vide, Mireille la salua avec éducation et une dignité qui ne correspondait pas à son dossier clinique de démence sévère. « Bonjour ma fille. Merci de nettoyer ma chambre. Ce doit être un travail difficile, » lui dit Mireille un matin, surprenant Rosalie par la clarté de sa voix et de son regard. Petit à petit, entre balayage et changement de drap, une complicité silencieuse se tissa entre les deux femmes, basée sur le respect mutuel et l'intuition de Rosalie que quelque chose n'allait pas. Mireille, avec prudence, commença à raconter à Rosalie des bribes de sa vie, de son fils pianiste, de son jardin de roses, de la trahison qu'il avait menée là, testant la loyauté de la jeune femme. Rosalie écoutait fascinée et horrifiée, se rendant compte que la femme parlait avec une totale cohérence et que ses histoires coïncidaient avec les nouvelles de la haute société qu'elle lisait parfois dans de vieux magazines. « Vous n'êtes pas folle, Madame Mireille. Vous êtes plus saine d'esprit que beaucoup de docteurs qui travaillent ici, » lui murmura Rosalie un jour, scellant un pacte de confiance. Mireille pleura pour la première fois depuis des mois en se sentant validée, en sachant que quelqu'un d'autre voyait la réalité et non le mensonge construit par Leclerc. Elle demanda à Rosalie de ne rien faire de risqué encore, d'attendre le bon moment, car elle savait que Leclerc était dangereux et avait des yeux partout. Pendant ce temps, dans le manoir, Catherine commençait à s'impatienter avec la situation, car maintenir Mireille en vie, bien qu'enfermée, restait un risque latent et une dépense continue. Lors d'une réunion secrète avec Leclerc dans un café discret de la ville, elle lui exposa la nécessité d'une solution finale, qui clôturerait le chapitre pour toujours. « Combien de temps cela va-t-il durer, Ernest ?» « Maurice continue de demander quand il pourra la revoir, et je suis à court d'excuses, » dit Catherine en frappant la table avec impatience. Leclerc, avide mais lâche face à l'idée d'un meurtre direct, proposa un plan alternatif, simuler la mort de Mireille et la transférer dans un endroit encore plus éloigné et moins cher. « Nous pouvons dire qu'elle est morte d'une crise cardiaque, nous donnons un faux corps, ou nous fermons le cercueil, et je me charge de la déplacer dans une résidence clandestine à la campagne où personne ne la cherchera, » suggéra le médecin avec un sourire maléfique. Catherine accepta le plan avec une froideur effrayante, voyant dans cette proposition la libération définitive de son fantôme et la consolidation totale de sa victoire. Elle rentra chez elle cette nuit-là et serra Maurice dans ses bras avec une fausse tendresse, le préparant psychologiquement à l'inévitable nouvelle qui arriverait bientôt. « Ta mère a été très faible ces derniers temps, mon amour. Nous devons être prêts à tout, » lui dit-elle en lui caressant les cheveux, semant la résignation dans son cœur. Maurice, épuisé et triste, acquiesça sans se douter qu'il dormait avec l'ennemi et que la sentence de mort civile de sa mère venait d'être signée. La conspiration du silence se refermait comme un nœud coulant autour du cou des de Beaumont, serrant de plus en plus fort jusqu'à étouffer la vérité. Le jour choisi pour l'exécution du plan approchait, et à la clinique, Mireille ressentait une inquiétude inexplicable, un sombre pressentiment qui lui hérissait la peau. Elle remit à Rosalie sa possession la plus précieuse, qu'elle avait réussi à cacher dans un trou du matelas, le rosaire de perles de nacre que Maurice lui avait offert enfant. « Garde-le, ma fille, et si un jour il m'arrive quelque chose ou qu'on m'emmène d'ici, cherche mon fils et donne-lui. Il saura ce que cela signifie, » lui confia-t-elle avec urgence. Rosalie cacha le rosaire dans son uniforme, promettant d'accomplir sa mission, sans savoir que le destin la mettrait à l'épreuve bien plus tôt qu'elle ne l'imaginait. La tempête parfaite de mensonges était sur le point d'éclater, et seule la fragile promesse d'une employée de nettoyage restait comme espoir face à l'obscurité absolue. La clinique Saint-Michel était un bâtiment ancien à l'architecture brutaliste, avec des murs de béton gris qui semblaient absorber le peu de lumière solaire qui osait toucher ses surfaces rugueuses et froides. À l'intérieur, l'ambiance était un mélange oppressant d'odeurs de désinfectants industriels, de nourriture rance, et l'odeur subtile mais indéniable du désespoir humain accumulé pendant des décennies. Pour Madame Mireille, habituée à la chaleur de sa maison pleine de bois, de velours et de fleurs fraîches, cet environnement stérile était une torture sensorielle constante qui cherchait à briser son esprit. Ses jours se mesuraient non pas en heures, mais en quarts d'infirmière et en l'arrivée du chariot de médicaments, une routine monotone conçue pour anéantir la volonté. Malgré tout, Mireille maintenait une discipline de fer, se levait, se lavait à l'eau froide du lavabo et récitait le rosaire en utilisant ses doigts pour compter les Ave Maria, car le vrai rosaire, elle l'avait donné à Rosalie. Sa chambre,
La numéro 217 était un cube blanc avec une petite fenêtre grillagée donnant sur une cour intérieure en ciment où rien de vert ne poussait jamais. De là, Mireille observait le ciel, le seul fragment de liberté qui lui restait, et parlait aux nuages, imaginant qu'il portait ses messages jusqu'à la fenêtre de son fils. « Ne m'oublie pas, Maurice, je suis toujours là. Je suis toujours ta mère », murmurait-elle au vent, luttant contre la voix insidieuse de la dépression qui lui disait qu'elle avait déjà été oubliée. La solitude était sa compagne constante, interrompue seulement par les brèves visites de Rosalie, qui était devenue son seul lien avec l'humanité et la raison. Rosalie entrait avec son chariot de nettoyage et, tout en faisant semblant de laver le sol, lui murmurait des nouvelles du monde extérieur, lui apportait une douceur de contrebande, ou lui prenait simplement la main avec affection. « Aujourd'hui, le temps est magnifique dehors, Madame Mireille. Les arbres fleurissent et les gens se promènent sans manteau, » lui racontait Rosalie, peignant avec des mots les paysages que l'aïeul ne pouvait plus voir. Ces petites conversations étaient l'oxygène qui maintenait Mireille en vie, lui rappelant qu'il y avait un monde au-delà des murs de la clinique et qu'il valait la peine d'attendre. Cependant, le docteur Leclerc commença à se douter de la proximité entre la patiente et l'employé, remarquant que Mireille semblait plus animée après les tours de nettoyage de Rosalie. Il ordonna de surveiller les couloirs plus fréquemment et changea les horaires de Rosalie pour qu'ils coïncident moins avec les moments de lucidité de Mireille, tentant de couper ce lien dangereux. Une nuit, le plan de la fausse mort fut mis en œuvre avec une précision chirurgicale et cruelle, profitant d'un orage qui s'abattait sur la ville et couvrait tout bruit suspect. 2 infirmiers costauds entrèrent dans la chambre de Mireille passé minuit. Ils la réveillèrent brusquement et lui injectèrent un sédatif puissant sans lui donner d'explication. « Il est temps de partir, madame. Nous vous transférons dans un meilleur endroit », dit l'un d'eux avec sarcasme, tandis qu'il la montait sur une civière, attachant ses poignets et chevilles avec des lanières de cuir. Mireille, semi-inconsciente mais terrifiée, tenta de crier le nom de son fils, mais seul un gémissement étouffé sortit avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Ils la firent sortir par la porte de service arrière sous la pluie torrentielle et la firent monter dans une camionnette noire sans logo qui attendait, moteur en marche. Le lendemain matin, le chaos régnait dans l'aile où travaillait Rosalie. Les infirmières chuchotaient dans les coins, et il y avait une atmosphère de secret et de nervosité que l'on pouvait couper au couteau. Lorsque Rosalie tenta d'entrer nettoyer la chambre 217, elle trouva la porte fermée à clé et une superviseuse lui bloquant le passage d'un geste sévère. « Inutile de nettoyer ici, Vargas. La patiente de Beaumont est décédée la nuit dernière d'un arrêt cardiaque foudroyant », l'informa la superviseuse avec froideur, sans la regarder dans les yeux. Rosalie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le seau d'eau lui glissa des mains et tomba avec fracas, répandant le liquide savonneux dans tout le couloir. « Ce n'est pas possible. Hier, elle allait parfaitement bien. J'ai parlé avec elle, et elle était forte », s'exclama Rosalie, oubliant un instant sa position et le danger qu'elle courait en remettant en question l'autorité. « Taisez-vous et nettoyez ce désordre. Si vous voulez garder votre emploi, les vieux meurent. C'est la vie », lui lança la superviseuse, la menaçant d'un doigt accusateur avant de s'éloigner en claquant des talons dans le couloir. Rosalie, tremblante et pleurant en silence, rangea le désordre, mais son cœur lui criait que c'était un mensonge, que Madame Mireille n'était pas morte, qu'on l'avait emmenée. Cette même après-midi, décidée à trouver des réponses, Rosalie se faufila jusqu'au bureau de l'administration, profitant du changement d'équipe, et entendit une conversation derrière la porte entr'ouverte. C'était la voix inimitable du docteur, Leclerc parlant au téléphone. « Oui, tout s'est parfaitement déroulé, monsieur de Beaumont. Le colis est en route pour Sainte-Lucie. Personne ne se doute de rien. Oui, le certificat de décès est déjà signé. » En entendant cela, Rosalie dut se couvrir la bouche pour ne pas crier d'horreur. Ses pires soupçons se confirmaient. Madame Mireille avait été kidnappée et effacée de la carte avec la complicité de sa propre belle-fille. Elle savait que rester là était dangereux, que si l'on découvrait ce qu'elle savait, elle pourrait subir un accident fatal. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner son amie à son sort. Elle décida de démissionner ce même jour, prétextant des problèmes familiaux urgents pour pouvoir se déplacer librement et chercher un moyen de joindre Maurice de Beaumont. Elle quitta la clinique Saint-Michel, le rosaire de nacre serré contre sa poitrine, jurant devant la façade grise du bâtiment qu'elle reviendrait pour rendre justice. Pendant ce temps, la camionnette noire transportait Mireille à des kilomètres de distance vers une zone rurale et isolée, à la périphérie d'Orléans, où se trouvait la résidence Sainte-Lucie. Cet endroit n'était pas une clinique, mais un dépôt de personnes indésirables,
Une vieille demeure décrépite cachée entre des eucalyptus, gérée par des gens sans licence médicale ni scrupules. Au réveil, Mireille se retrouva dans une pièce encore plus petite et humide, avec des taches de moisissure au plafond et des barreaux rouillés à l'unique fenêtre. Une femme corpulente et à l'air rude entra la voir. « Bienvenue dans votre nouveau foyer, grand-mère. Ici, on ne pose pas de questions et on ne dérange pas. Si vous êtes sage, vous mangerez. Sinon, vous aurez faim. Yesistama furidomen, yefasistama furito. Leka, atanistama furito. » Mireille comprit avec terreur qu'elle avait descendu un échelon de plus en enfer. Mais en elle, une flamme d'indignation s'alluma avec plus de force que jamais. À la clinique Saint-Michel, le docteur Leclerc effaçait méticuleusement l'historique de Mireille, détruisant les notes d'infirmière et altérant les registres pour que tout corresponde à la version officielle de la mort naturelle. Il se sentait intouchable, un dieu qui décidait qui vivait et qui mourait socialement, soutenu par l'argent inépuisable de Catherine de Beaumont. Il ne comptait pas sur le fait que la loyauté d'une simple femme de ménage et l'amour d'une mère étaient des forces qui ne pouvaient être quantifiées ni contrôlées par des pots de vin ou des menaces. La clinique retrouva sa routine de silence et de sédatifs, engloutissant les cris d'autres oubliés. Mais le fantôme de l'injustice commise contre Mireille resta imprégné dans les murs. Rosalie, désormais hors du système, commença sa propre enquête, demandant discrètement dans les environs, gardant des coupures de journaux sur la mort de Mireille et observant le manoir de Beaumont de loin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement sonner et raconter son histoire sans preuve. On la prendrait pour une folle ou une extorqueuse, et elle finirait en prison. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin d'entrer dans la maison, de gagner la confiance de Maurice et de trouver le moment précis pour porter le coup au mensonge. Des années d'attente passèrent, à travailler dans d'autres maisons, à économiser et à prier, mais jamais, pas un seul jour. Rosalie n'oublia la promesse faite dans la chambre 217. Mireille, dans son enfermement à Sainte-Lucie, vieillissait physiquement. Ses cheveux devinrent complètement blancs et sa peau se ridait comme du parchemin. Mais son esprit restait aiguisé, priant, et se souvenant de chaque détail de sa vie antérieure. Elle s'accrochait au souvenir de la musique de piano de son fils, fredonnant les mélodies à voix basse pour ne pas oublier qui elle était et d'où elle venait. « Je suis Mireille de Beaumont, mère de Maurice, grand-mère de Valérie, et je suis vivante », répétait-elle comme un mantra chaque matin en ouvrant les yeux. L'étreinte froide du système corrompu n'avait pas réussi à geler son cœur, qui continuait de battre au rythme d'une espérance tenace et indestructible. Le matin où Maurice reçut l'appel annonçant la mort de sa mère, le soleil brillait avec une ironie cruelle sur la ville, illuminant un jour qui pour lui se transformerait en la nuit la plus sombre de son âme. La voix du docteur. Leclerc au bout du fil sonnait professionnelle et faussement contrite, récitant les mots qu'il avait répétés devant le miroir. « Je suis profondément désolé, Maurice. Nous avons fait tout notre possible. » Mais son cœur s'est simplement arrêté pendant son sommeil. Maurice sentit que le combiné pesait une tonne et que les mots du médecin parvenaient à son cerveau avec un retard, amorti par une couche d'incrédulité et une douleur aiguë. Il raccrocha sans dire au revoir et resta là, fixant le vide, sentant qu'une partie fondamentale de sa propre existence se détachait et tombait dans l'abîme. Catherine apparut sur la scène avec le timing parfait d'une actrice consommée, déjà vêtue d'une robe de chambre en soie noire, comme si elle avait anticipé le deuil, ou peu, être simplement parce que le noir allait bien à sa silhouette. « Que s'est-il passé, mon amour? Tu es pâle comme un linge ?» demanda-t-elle avec une préoccupation feinte, s'approchant pour l'embrasser avant qu'il ne puisse même articuler la nouvelle. « Elle est partie, Catherine. Ma mère est morte seule dans cet endroit horrible, et je n'étais pas là pour lui tenir la main. » sanglota Maurice, s'effondrant dans les bras de son épouse, cherchant du réconfort auprès de la même personne qui avait provoqué son malheur. Catherine dissimula un sourire triomphant sur l'épaule de son mari, lui caressant le dos et lui murmurant des mots de réconfort vides. « Elle a enfin reposé, ma vie. Elle souffrait beaucoup. Maintenant, elle est dans un meilleur endroit, et nous veille depuis le ciel. » L'organisation des funérailles fut un tourbillon de décisions rapides prises par Catherine, qui s'occupa de tout pour s'assurer que personne ne pose les mauvaises questions ou n'essaie de voir le corps. Elle allégua qu'en raison des médicaments puissants et du temps écoulé, le docteur Leclerc recommandait vivement des funérailles à cercueil fermé pour préserver l'image digne de Madame Mireille. Maurice, plongé dans une dépression paralysante, acquiesça à tout, incapable de se battre ou de penser clairement, faisant aveuglément confiance au jugement de son épouse et de l'ami médecin. Le manoir fut rempli de couronnes de fleurs blanches, d'amis de la haute société qui venaient accomplir le protocole
et de murmures hypocrites sur la bonne femme que la défunte avait été. Le jour de la veillée, le salon principal se transforma en chapelle ardente, avec le cercueil d'acajou poli au centre, entouré de cierges qui vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Maurice resta assis devant le cercueil pendant des heures, touchant le bois froid, demandant pardon en silence pour l'avoir abandonné, pour ne pas avoir été le fils fort qu'elle méritait. « Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas t'avoir ramené à la maison », répétait-il dans un murmure constant, se torturant avec la culpabilité que Catherine avait si soigneusement cultivée en lui. À l'intérieur du cercueil, il n'y avait aucun corps, seulement des sacs de sable et des pierres du poids équivalent. Une moquerie macabre qui passait inaperçue aux yeux larmoyants des endeuillés. Catherine recevait les invités avec une élégance sombre, acceptant les condoléances et louant la force de son époux, interprétant à la perfection le rôle de la veuve stoïque et soutien de la famille. Ce fut une bénédiction. En réalité, son esprit n'était plus ici. Commentait-elle à ses amies curieuses en prenant café et biscuits dans le salon adjacent, réécrivant l'histoire de Mireille à sa convenance. Personne ne soupçonnait la monstrueuse vérité qui se cachait derrière la façade de deuil respectable. La société préférait croire en la maladie et la mort naturelle plutôt que d'imaginer une conspiration aussi vile. Valérie, qui n'avait alors que 3 ans, ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère était dans cette boîte en bois et pourquoi son père pleurait tant, mais elle ressentait l'absence de l'aïeul comme un trou froid dans son petit monde. L'enterrement au cimetière familial fut rapide et gris, sous un ciel couvert qui semblait partager la tristesse de Maurice, clôturant le cycle du mensonge avec la dernière pelletée de terre sur la tombe vide. Maurice resta debout devant la stèle de marbre qui lisait « Ici repose Mireille de Beaumont, mère aimée », sentant qu'avec elle il enterrait aussi sa musique et sa joie de vivre. Rentrer au manoir fut encore pire, car le silence de la maison n'était plus d'attente, mais d'absence définitive. Chaque recoin criait le nom de la matriarche qui ne reviendrait plus. Catherine, impatiente de tourner la page, commença presque immédiatement à suggérer des changements dans la maison. « Nous devrions peindre le bureau, enlever ces vieux rideaux, donner un air nouveau pour ne pas être triste. » Maurice réagit avec une fureur inhabituelle à ces suggestions, interdisant formellement de toucher aux affaires de sa mère pour le moment, s'accrochant aux objets comme à des talismans. Il se réfugia dans l'alcool et le travail, passant de longues heures dans son bureau ou devant le piano sans toucher une seule touche, transformé en fantôme dans sa propre vie. La relation avec Catherine se refroidit encore plus. Bien qu'elle ait le contrôle, elle n'avait ni l'amour ni le respect de son mari, qui l'associait inconsciemment à la douleur et à la perte. Catherine, frustrée que la mort de Mireille ne lui ait pas apporté le bonheur instantané qu'elle espérait, commença à voyager seule, dépensant la fortune familiale en vêtements et bijoux pour combler son vide intérieur. Les années passèrent, traînant cette dynamique toxique. Valérie grandit dans une maison où le nom de sa grand-mère était peu mentionné, et toujours avec un ton de tristesse interdite. L'enfant, sensible et intelligente, remarquait la tension entre ses parents et l'ombre qui semblait toujours couvrir son père, développant une curiosité innée pour la figure de cette grand-mère mystérieuse. Maurice vieillit prématurément. Des cheveux gris et des rides profondes marquées par un froncement de sourcils apparurent, lui faisant perdre l'éclat d'artiste qu'il avait autrefois. Cependant, au fond de son cœur, quelque chose ne collait pas, une sensation viscérale que la fin de sa mère n'avait pas été la bonne, une inquiétude qui ne le laissait pas reposer en paix. Pendant ce temps, à la résidence Sainte-Lucie, Mireille survivait contre toute attente, se nourrissant de souvenirs et de l'espoir tenace que son fils viendrait. Elle avait perdu la notion exacte du temps, mais elle marquait les saisons par le changement de température dans sa cellule et par la lumière qui entrait par la fenêtre. Elle ne savait pas que son fils lui apportait des fleurs sur une tombe vide chaque dimanche, ni que sa belle-fille dépensait son héritage à Paris ou sur la Côte d'Azur. Elle vivait dans un limbo d'existence suspendue, étant une morte pour le monde légal et une prisonnière pour le monde réel. Le mensonge de Catherine semblait parfait et indestructible, blindé par des certificats officiels et le passage du temps qui efface les soupçons. Mais les mensonges, aussi bien construits soient-ils, sont comme des châteaux de cartes, qui n'ont besoin que d'un souffle de vent dans la bonne direction pour s'effondrer. Et ce vent soufflait déjà, s'approchant lentement sous la forme d'une ancienne employée de nettoyage, qui n'oublia jamais une promesse, et d'une enfant curieuse, qui était sur le point de monter au grenier. Le deuil construit sur des mensonges était sur le point d'affronter la vérité plus vivante que jamais. 6 ans s'étaient écoulés depuis les fausses funérailles, et le manoir de Beaumont avait changé superficiellement, modernisé au goût froid et minimaliste de Catherine, perdant une grande partie de son charme classique originel. Cependant,
Il y avait des zones de la maison qui restaient interdites et oubliées, accumulant poussière et secrets, comme le grand grenier à l'étage supérieur où personne ne montait jamais. Valérie, maintenant une enfant de 9 ans vive et curieuse, ressentait une attraction irrésistible pour ces recoins inexplorés, cherchant des aventures pour échapper à l'ambiance rigide et silencieuse imposée par sa mère. Un après-midi de pluie, similaire à celui où tout avait commencé, Valérie profita de ce que sa mère était au club social et son père au bureau pour se faufiler à l'étage vers le grenier. Le grenier sentait le vieux bois, la naphtaline et le temps arrêté. La lumière entrait filtrée par une lucarne sale, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de petites fées dorées. Valérie commença à explorer parmi des cartons, de vieilles malles de voyage et des meubles recouverts de draps blancs qui semblèrent des fantômes statiques, attendant d'être réveillés. Dans un coin, derrière un vieux porte-manteau, elle trouva un grand tableau tourné vers le mur, comme s'il était puni ou honteusement caché. Avec effort, la petite fille tourna le lourd cadre doré et se retrouva face au visage peint d'une femme âgée mais belle, avec des yeux aimables qui semblaient la regarder directement dans l'âme et un sourire qui lui semblait étrangement familier. « Comme tu es jolie », murmura Valérie en passant ses petits doigts sur la texture de l'huile, ressentant une connexion immédiate et inexplicable avec la femme du portrait. C'était Madame Mireille, peinte dans ses meilleures années, portant le fameux collier en or et assise avec élégance et pouvoir, irradiant une chaleur qui manquait au reste de la maison. Valérie descendit le tableau avec précaution et s'assit devant lui, inventant des histoires sur qui serait cette reine mystérieuse, sans savoir qu'elle contemplait son propre sang. À ce moment, elle entendit des pas précipités dans l'escalier. C'était Catherine, qui était rentrée plus tôt que prévu, et cherchait sa fille avec impatience. Catherine entra dans le grenier et s'arrêta net en voyant la scène, sa fille assise devant le portrait interdit de sa belle-mère, comme si le fantôme était revenu réclamer sa place. La couleur quitta le visage de Catherine et une fureur irrationnelle s'empara d'elle, née de la peur profonde que le passé ne soit déterré. « Valérie, qu'est-ce que tu fais à toucher cette vieille saleté ? Je t'ai dit 1000 fois de ne pas monter ici !» cria Catherine, avançant vers la petite fille et lui arrachant le tableau avec violence. Valérie eut peur et recula, ne comprenant pas pourquoi sa mère réagissait avec tant de haine face à une simple jolie peinture. « Je jouais juste, maman. » Elle me souriait. « Qui est-ce ? Elle ressemble à papa ?» demanda Valérie avec innocence, lançant une vérité qui frappa Catherine comme une gifle. « Ce n'est personne. C'est une parente éloignée qui est morte il y a longtemps. Une femme méchante et folle dont on ne parle pas. » mentit Catherine d'une voix tremblante, essayant de remettre le tableau contre le mur et de le couvrir d'une vieille couverture. « Descends tout de suite dans ta chambre et lave-toi les mains. Tu es pleine de poussière, » ordonna-t-elle, poussant doucement la petite fille vers la sortie. Valérie obéit, mais emporta avec elle l'image gravée dans sa mémoire et la sensation que sa mère lui cachait quelque chose d'important sur cette mauvaise femme. Cette même nuit, Maurice rentra chez lui plus fatigué que d'habitude et remarqua une ambiance étrange. Valérie était silencieuse pendant le dîner et Catherine buvait plus de vin que d'habitude, le regard nerveux. « Il se passe quelque chose ? Vous êtes très silencieuse aujourd'hui, » commenta Maurice, essayant de briser la glace sans grand succès. « Ta fille, qui insiste pour fouiller les vieilleries du grenier, a trouvé ce vieux tableau de ta mère et j'ai dû la gronder. » lâcha Catherine, essayant de minimiser le fait, mais surveillant la réaction de son mari. Maurice s'arrêta, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, ressentant une pointe de nostalgie et de douleur. « Tu ne devrais pas appeler ça de la saleté, Catherine. C'est le portrait de ma mère, » dit-il d'une voix douce mais ferme, défendant pour la première fois depuis des années la mémoire de Mireille. Pendant ce temps, le destin continuait de tisser sa toile. Le poste de gouvernante, qui était resté vacant après le licenciement de l'employée précédente, une autre victime du mauvais caractère de Catherine, devait être pourvu d'urgence. Par une coïncidence qui ne pouvait être que l'œuvre de la Providence, l'agence envoya le curriculum vitae de Rosalie Vargas, qui attendait patiemment une telle opportunité. Maurice, en examinant les papiers sans y prêter beaucoup d'attention, approuva l'embauche en se basant sur les excellentes références falsifiées que Rosalie avait obtenues avec l'aide d'amis. Ainsi, la femme qui détenait la clé de la vérité était sur le point de franchir à nouveau le seuil du manoir, cette fois de l'intérieur. Rosalie arriva 2 jours après l'incident du tableau, vêtue d'un uniforme impeccable et d'une attitude d'humilité serviable, mais les yeux attentifs à chaque détail. En entrant dans le salon principal, elle sentit un frisson en reconnaissant les meubles, l'odeur et l'énergie de la maison que Madame Mireille lui avait tant de fois décrite dans ses histoires. « Bienvenue »,
J'espère que vous serez efficace et discrète. Je n'aime pas les commérages ni la lenteur, lui avertit Catherine lors de leur première entrevue. Sans reconnaître en cette femme âgée la jeune femme qui avait travaillé à la clinique des années auparavant, Rosalie acquiesça en baissant la tête pour cacher l'éclat de défi dans ses yeux. « Oui, madame, je serai une tombe. » Pendant ces premiers jours, Rosalie se consacra à nettoyer et à observer, gagnant la confiance de Valérie avec des biscuits et des contes et étudiant les horaires de Maurice et Catherine. C'est en nettoyant le bureau de Maurice qu'elle trouva, semi-caché derrière des livres, une petite photo de madame Mireille, qu'il gardait en secret. En la voyant, Rosalie dut s'asseoir un instant pour reprendre son souffle, embrassant l'image comme si c'était une sainte. « Je suis là, ma chère dame. Ne vous inquiétez pas, je suis arrivée, » murmura-t-elle au vide. Cet après-midi-là, pendant que Catherine était à sa séance de massage, Rosalie entendit Valérie parler seule dans sa chambre. L'enfant racontait à ses poupées l'histoire de la grand-mère du tableau. Rosalie entra sous prétexte de lui apporter son goûter et demanda doucement « De quelle grand-mère parles-tu, petite Valérie ?» Valérie, confiante, lui raconta la découverte dans le grenier et à quel point elle ressemblait à son papa. Rosalie sentit son cœur battre à tout rompre. Le portrait était là, accessible, la preuve visuelle dont elle avait besoin pour confronter Maurice. Elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Le risque d'être découverte par Catherine était élevé, et chaque jour qui passait était un jour de plus de souffrance pour Mireille. Elle attendrait que Maurice soit seul, à ce moment de vulnérabilité qu'il avait habituellement l'après-midi devant le piano. Elle monta furtivement au grenier, récupéra le tableau et le descendit enveloppé dans un drap, le cachant dans le garde-manger jusqu'au moment propice. La pièce finale du scénario était prête. Il ne manquait que le courage d'allumer la mèche qui ferait exploser le mensonge. Le moment décisif arriva un après-midi de tempête, comme si le temps voulait clore le cycle dramatique qui avait commencé avec la pluie des années auparavant. Catherine était sortie pour un gala de charité, laissant Maurice seul à la maison, plongé dans sa mélancolie habituelle devant un verre de brandy. Rosalie savait que c'était son opportunité en or. Elle arrangea son uniforme, prit le rosaire de nacre qu'elle gardait dans sa poche comme un trésor et se dirigea vers le salon principal. Maurice leva les yeux en la voyant entrer, surpris qu'elle ne se soit pas encore retirée pour se reposer. « Besoin de quelque chose, Rosalie ?» demanda-t-il avec une amabilité distante. « J'ai besoin que vous m'écoutiez, monsieur Maurice, non pas comme votre employé, mais comme un être humain qui porte une vérité qui vous appartient, » dit Rosalie, avec une fermeté qui fit que Maurice posa sa coupe sur la table. La femme sortit le rosaire et le posa sur la surface de verre. Le bruit des perles s'entrechoquant résonna comme un coup de feu dans le silence de la pièce. Maurice regarda l'objet et pâlit instantanément. Il le reconnaîtrait n'importe où dans le monde. C'était le rosaire de sa première communion, celui que sa mère portait toujours avec elle. « D'où as-tu ça? L'as-tu volé ?» demanda Maurice, se levant avec un mélange de colère et de confusion, tremblant visiblement. « Non, monsieur, c'est elle qui me l'a donné, votre mère, madame Mireille, dans la chambre 210 sept de la clinique Saint-Michel, » répondit Rosalie sans reculer devant la fureur du patron. « Elle me l'a donné pour que je vous le remette si un jour je parvenais à vous trouver, comme preuve qu'elle était toujours vivante et qu'elle attendait son fils. » Maurice sentit le monde tourner autour de lui. Les paroles de Rosalie étaient impossibles, absurdes. Elles se heurtaient à la réalité de la mort et des funérailles qu'il avait vécues. « Vous mentez. Ma mère est morte il y a 6 ans. Je l'ai enterrée, » cria Maurice en se tenant la tête à 2 mains désespérées. « Vous avez enterré une boîte pleine de pierres, monsieur, ou un corps qui n'était pas le sien, » répliqua Rosalie avec douceur, mais avec une force brutale. « J'ai travaillé dans cette clinique. Je l'ai soignée. J'ai parlé avec elle des mois après qu'elle fût censément décédée. Elle n'était pas folle, monsieur. Elle était séquestrée par votre épouse. Et ce docteur corrompu. » Maurice tomba à genoux devant le canapé. L'impact de la révélation était trop grand pour le supporter debout. Les souvenirs commencèrent à s'accumuler dans son esprit. Le cercueil fermé, la hâte de Catherine, l'absence d'autopsie, le refus de Leclerc de le laisser voir le corps. Tout commençait à prendre un sens macabre et terrible. « Raconte-moi tout, ne garde rien !» supplia Maurice depuis le sol, regardant Rosalie comme un oracle. Et Rosalie parla. Elle lui raconta les nuits de prière, les lettres interceptées, la lucidité de Mireille, et son amour inébranlable pour lui et pour Valérie. Elle lui décrivit comment on l'avait emmené cette nuit de pluie, comment on l'avait trompé, et comment le personnel de la clinique avait été réduit au silence par des menaces. Chaque mot de Rosalie était une brique qui détruisait le mur de mensonges de Catherine et en même temps construisait un escalier vers l'espoir. Maurice pleura comme un enfant, un sanglot déchirant
qui libérait des années de culpabilité accumulée et de deuil mal géré. Il réalisa que son instinct avait toujours eu raison, que cette inquiétude dans sa poitrine était la voix de sa mère, l'appelant depuis sa captivité. Où est-elle maintenant? Est-elle toujours vivante? Demanda-t-il d'une voix étouffée, craignant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas avec certitude, monsieur. On l'a emmenée dans un endroit appelé Sainte-Lucie à la périphérie. Mais si Dieu est juste, elle continue de résister parce que c'est une femme d'acier, répondit Rosalie, lui tendant la main pour l'aider à se relever. À ce moment-là, Maurice cessa d'être l'homme vaincu et manipulable qu'il avait été pendant la dernière décennie. Une fureur froide et calculatrice s'empara de lui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était la détermination d'un fils qui avait échoué et qui avait une dernière chance de se racheter. Nous allons la trouver, Rosalie, et je jure sur ma vie que ceux qui ont fait cela paieront pour chaque larme qu'elle a versée, décréta Maurice, serrant le rosaire dans son poing jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. C'est alors que Rosalie apporta le tableau du grenier et le plaça devant lui. « Regardez-la, monsieur. C'est la même femme que j'ai vue, le même regard. Ne laissez plus personne vous dire le contraire. » Maurice caressa le visage peint de sa mère, renouvelant sa promesse de protection qu'il avait rompue des années auparavant. Il n'y avait plus de doute, seulement une mission claire et urgente. La porte principale s'ouvrit à cet instant, et on entendit les talons de Catherine résonner dans le vestibule. Elle revenait de sa fête, ivre de champagne et d'orgueil, sans savoir qu'elle entrait dans la gueule du loup. Maurice fit signe à Rosalie de rester à ses côtés et se tourna vers l'entrée, attendant son épouse avec une expression qui aurait fait trembler le diable lui-même. La confrontation était imminente. Catherine entra dans le salon en fredonnant une mélodie, ôta son manteau de fourrure et s'arrêta net en voyant Maurice debout, le rosaire à la main, et l'employé à ses côtés, avec un regard défiant. Le silence qui suivit fut dense, électrique. « Qu'est-ce que vous faites debout? Et que fait cette femme ici à cette heure ?» demanda Catherine, sentant que quelque chose n'allait terriblement pas. Maurice ne répondit pas immédiatement. Il fit seulement un pas vers elle, montrant le rosaire. « Bonjour, Catherine. Maman te salue de l'enfer où tu l'as condamnée. » dit Maurice d'une voix si glaciale que Catherine sentit le sang se figer dans ses veines. Le visage de Catherine passa de la confusion à la terreur absolue en quelques secondes. Elle tenta de rire, tenta de jouer la carte de l'indignation, mais le regard de Maurice la désarma complètement. « De quoi parles-tu? Tu es ivre, Maurice. Tu dis des incohérences, » balbutia-t-elle, reculant vers la porte, cherchant une voie d'évacuation instinctive. « Non, Catherine. Pour la première fois depuis des années, je suis complètement sobre et éveillé, » répondit-il en avançant implacable. « Je sais pour la clinique. Je sais pour le cercueil vide. Je sais que tu as payé Leclerc pour séquestrer ma mère. Rosalie m'a tout raconté. » Catherine regarda Rosalie avec une haine pure et viscérale. « Cette servante ment. C'est une voleuse. Elle veut sûrement de l'argent, » cria-t-elle en perdant le sang-froid élégant qui la caractérisait toujours. « La seule voleuse ici, c'est toi qui m'as volé ma mère et m'as volé ma vie. In the feina of Leafins, my nekalolas, Mansali, » explosa Maurice en jetant une coupe contre le mur qui se brisa en 1000 morceaux, effrayant Catherine au point de la faire tomber dans un fauteuil. « Confesse, où est-elle? Si tu me le dis maintenant, j'aurai peu, être pitié, et ne te livrerai pas à la police immédiatement. » Acculée et voyant que son réseau de mensonges était détruit, Catherine craqua, commença à pleurer, mais non pas des larmes de repentir, mais de frustration et d'apitoiement. « Je l'ai fait pour nous. Elle nous haïssait, Maurice, et elle s'immisçait toujours dans tout. Elle ne me laissait pas respirer. Elle voulait te monter contre moi, » cria-t-elle hystériquement, révélant sa vraie nature égoïste. « Je voulais juste qu'elle parte, qu'elle nous laisse en paix. Le docteur a dit que ce serait facile, qu'elle serait bien soignée. » Sa confession fut la preuve finale dont Maurice avait besoin, bien que l'entendre de ses propres lèvres lui fit plus mal que n'importe quelle blessure physique. « Bien soignée, tu l'as jetée dans un trou pour qu'elle pourrisse pendant que tu dépensais son argent en robes et en fêtes, » dit Maurice avec dégoût, la regardant comme si elle était un monstre méconnaissable. « Dis-moi, où est Sainte-Lucie? Dis-le-moi maintenant, » exigea-t-il, la saisissant par les épaules et la secouant. Catherine, tremblante et sanglotante, lui donna l'adresse approximative, un endroit perdu à la campagne que Leclerc avait mentionné une fois. Maurice la lâcha avec répulsion, comme si la toucher lui salissait les mains. « Va dans ta chambre et ne sors pas. Demain tu quitteras cette maison pour toujours. Et si tu tentes de fuir avant que la police n'arrive, je te chercherai jusque sous les pierres, » l'avertit Maurice. Catherine courut à l'étage, s'enfermant dans sa chambre,
sachant que son règne était terminé et que sa vie de luxe s'était évanouie. Maurice ne perdit pas de temps. Il appela un détective privé de confiance, Julien Mercier, et lui demanda de réunir une équipe pour aller à Sainte-Lucie cette même nuit. Il ne ferait pas confiance à la police locale qui pouvait être achetée par Leclerc. Il devait le faire lui-même. Rosalie prépara du café et de la nourriture pour le voyage, montrant une force admirable. « Je vous accompagne, monsieur. Elle aura besoin d'un visage ami quand nous la trouverons, » dit-elle. Et Maurice acquiesça, reconnaissant que sans cette femme, sa mère serait toujours perdue. Ils partirent à l'aube sous la pluie qui ne cessait pas, roulant à toute vitesse sur des routes secondaires boueuses, guidés par l'espoir et le désespoir. Dans la voiture, Maurice appela Leclerc, le réveillant. « Je sais tout, Ernest. Je vais chercher ma mère. Si tu lui as touché un seul cheveu, prie, car même Dieu ne te sauvera pas de moi. » Il raccrocha avant que le médecin ne puisse répondre, le laissant terrifié. Ils arrivèrent à la résidence Sainte-Lucie à l'aube. C'était un endroit lugubre, une vieille demeure fortifiée avec de hauts murs et des chiens aboyant dans la cour. Le détective Mercier et ses hommes forcèrent l'entrée, surprenant les gardes assoupis qui n'attendaient pas une incursion armée. Maurice entra en courant, criant le nom de sa mère, ouvrant les portes des chambres où des personnes âgées vivaient dans des conditions déplorables, sales et affamées. La réalité du lieu était pire que ce qu'il avait imaginé. C'était un camp de concentration pour personnes âgées indésirables. Finalement, dans une chambre du dernier étage, il trouva une porte fermée à clé. Le détective la brisa d'un coup de pied. Là, assise sur une vieille chaise devant la fenêtre, enveloppée dans des couvertures déchirées, se trouvait Madame Mireille. Elle se tourna lentement, en entendant le bruit. Ses yeux étaient fatigués et son corps fragile. Mais en voyant Maurice, une lumière s'alluma dans son regard. « Maurice, c'est toi mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, comme si elle craignait de rêver. Maurice tomba à genoux devant elle, lui serrant les jambes, pleurant sans consolation. « C'est moi, maman. Je suis venu te chercher. Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps. Pardonne-moi. » Mireille lui caressa la tête de ses mains osseuses, souriant d'une paix infinie. « Je savais que tu viendrais, mon enfant. Je n'ai jamais perdu la foi. L'amour trouve toujours le chemin du retour. » Rosalie entra derrière, pleurant également, et Mireille lui tendit la main. « Merci, ma fille. Merci d'avoir tenu ta promesse. » Dans cette étreinte à trois, le rideau de fer qui les avait séparés s'effondra pour toujours. Le retour au manoir de Beaumont fut un événement presque mystique. Le soleil se leva juste au moment où la voiture franchissait le portail principal, illuminant la façade comme si la maison elle-même célébrait le retour de sa légitime propriétaire. Catherine s'était enfuie pendant la nuit, n'emportant que ce qui tenait dans une valise et laissant derrière elle une note pleine d'excuses pathétiques que Maurice déchira sans lire. Peu importait où elle se trouvait, la justice la rattraperait tôt ou tard. Mais pour l'instant, la seule chose qui importait était de guérir. Le personnel domestique, en voyant Madame Mireille descendre de la voiture, resta paralysé. Certains firent le signe de croix, croyant voir un fantôme. Mais bientôt la stupeur céda la place à la joie et aux larmes d'émotion. Valérie, qui avait été réveillée par le tumulte, descendit les escaliers en pyjama, se frottant les yeux. Elle s'arrêta en voyant l'aïeule assise dans le fauteuil principal, entourée de son père et de Rosalie. Maurice appela sa fille doucement. « Valérie, viens ici. Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. C'est ta grand-mère, Mireille, la femme du tableau. » L'enfant s'approcha lentement, regardant avec émerveillement la femme qui semblait être sortie de la peinture pour devenir réelle. Mireille ouvrit les bras, et Valérie, avec l'intuition pure des enfants, courut l'embrasser sans peur, sentant la chaleur d'un sang qui se reconnaissait mutuellement. « Bonjour, ma petite princesse. J'ai tellement attendu pour te serrer dans mes bras, » murmura Mireille, humant les cheveux de sa petite fille, sentant que la vie lui rendait au centuple tout ce qu'on lui avait volé. Les jours suivants furent ceux d'une reconstruction lente, mais belle. Des médecins de confiance s'occupèrent de Mireille, qui retrouva poids et force avec une rapidité étonnante, nourrie par l'amour de sa famille. Maurice ne la quittait pas, jouait du piano pendant des heures pour elle, remplissant à nouveau la maison de la musique qui avait été interdite. La nouvelle de la découverte de Madame Mireille et le scandale de la clinique clandestine secouèrent la société. Le docteur Leclerc fut arrêté en tentant de traverser la frontière et avoua tout, impliquant Catherine et d'autres complices. On découvrit qu'il y avait des dizaines de personnes âgées dans des situations similaires et grâce à l'intervention de Maurice, toutes furent secourues et leurs familles contactées. Mais Maurice voulait faire plus. Le sauvetage ne suffisait pas. Il voulait s'assurer que personne d'autre ne souffre ce que sa mère avait vécu.
il décida de transformer la douleur en but. Avec la bénédiction de Mireille, Maurice utilisa une grande partie de sa fortune pour créer la Fondation Mireille de Beaumont, une organisation dédiée à la protection des personnes âgées contre l'abandon et à la fourniture d'une assistance légale et médicale gratuite. Le manoir, qui avait été auparavant un mausolée de froideur, devint le siège d'événements caritatifs et un foyer rempli de rires et de mouvements. Rosalie fut nommée directrice des opérations de la maison, occupant une place d'honneur dans la famille, non plus comme servante, mais comme la gardienne loyale qui sauva la lignée. Un an plus tard, une grande fête fut organisée dans le jardin pour inaugurer la fondation. Mireille, vêtue avec élégance et arborant son collier d'or retrouvé, joua du piano avec son fils et sa petite-fille, une mélodie à 6 mains qui fit pleurer tous les présents. Elle était plus vivante que jamais, radieuse, prouvant que la dignité ne peut être ni enfermée ni détruite. Maurice prit le microphone et regarda sa mère avec adoration. « On m'a appris que l'amour peut tout, mais c'est ma mère qui m'a appris que l'amour attend aussi tout et pardonne tout. » Catherine ne fut jamais retrouvée. On disait qu'elle vivait cachée dans un village lointain sous un faux nom, consumée par l'amertume et la pauvreté, sa propre punition dans la vie. Mais dans la maison de Beaumont, son nom n'était plus mentionné. Il n'y avait plus de place pour la rancœur, seulement pour la gratitude. Valérie grandissait en apprenant de sa grand-mère la force de caractère et la bonté, devenant une jeune femme merveilleuse qui continuerait l'héritage. Un après-midi tranquille, Mireille et Rosalie s'assirent sur le porche pour regarder le coucher de soleil comme 2 vieilles amies qui avaient survécu à la guerre. « Ça en valait la peine, Rosalie ?» demanda Mireille en regardant l'horizon orange. « Chaque seconde, madame, chaque seconde », répondit Rosalie avec un sourire serein. Le vent souffla doucement, apportant l'arôme des roses, et à cet instant de paix parfaite, Madame Mireille ferma les yeux et soupira, sachant qu'enfin et pour toujours elle était chez elle. L'histoire des de Beaumont devint une légende dans la ville, un rappel éternel que la vérité est comme l'eau. Elle trouve toujours une fissure pour s'échapper, et que l'amour d'une mère est la force la plus puissante de l'univers, capable de vaincre la mort elle-même. Et ainsi, entre musique, rire et la certitude d'être ensemble, ils vécurent leurs jours non pas comme une fin heureuse de conte, mais comme un début glorieux d'une vie véritable. Si cette histoire vous a plu, nous vous serions reconnaissants de la noter de 1 à 10. Soutenez-nous avec un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne Histoire Réaliste. Dites-nous d'où vous nous regardez. Merci pour votre soutien inconditionnel à chaque histoire. Bénédiction pour vous et votre famille.